Bonjour, y a-t-il un lien entre la Loire et le vin? Pour les amateurs de l'un ou de l'autre, il n'y a pas de doute. Pour les autres, bougez pas, on vous raconte tout avec Châteauneuf-sur-Loire en toile de fond. Châteauneuf, c'est cette petite ville de 8000 habitants entre les châteaux de la Loire, la forêt d'Orléans et la Sologne. Forcément tournée vers la Loire qui la traverse avec ses mariniers, ses bateaux et son musée. Un musée entièrement dédié à la marine de Loire, installé dans les anciennes écuries du château. C'est là que je rencontre Audrey Madec, c'est elle qui tient la barre depuis tout juste un an. Nous sommes ici au musée de la Marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire. Nous sommes précisément dans la nef principale du musée qui présente des objets concernant les bateaux de la Marine de Loire, les chalands notamment, les sapines, mais aussi tout le matériel d'accastillage. L'architecte qui a travaillé en fait sur le projet en 1998 a souhaité en fait évoquer un chaland. Il faut savoir que les chalands les plus importants au XVIIIe, XIXe siècle pouvaient faire entre 25 et 30 mètres. Donc ça permet d'évoquer le chaland, mais ça ne donne pas entièrement l'amplitude en fait, de ces bateaux. Il faut savoir aussi que lors de la remonte, lorsqu'ils remontaient la Loire, les chalands pouvaient en fait composer des trains de bateaux, c'est-à-dire que vous aviez plusieurs bateaux qui se suivaient. Le commerce sur la Loire existait déjà à l'époque gallo-romaine, même bien avant, et ça continuait jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à l'arrivée du train. C'était quoi l'usage de ces Ce sont des coffres de mariniers. C'est la valise de l'époque, hein? C'est la valise de l'époque. C'est là où ils mettaient leurs effets personnels, un peu de linge de rechange, quelques éléments très très personnels et puis bien sûr des outils pour parer aux réparations les plus urgentes. Il faut savoir que la Loire, c'est le plus grand fleuve de France. C'était aussi le fleuve le plus navigué, ce qui semble un peu paradoxal aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la Loire est en grande partie non navigable. Mais en tout cas, c'était le fleuve le plus utilisé en fait, jusqu'au XIXe siècle pour le commerce. Et circulent sur la Loire toutes sortes de marchandises, des produits locaux, mais aussi des matériaux de construction. Les églises, les cathédrales, les châteaux de la Loire ont été construits par des pierres calcaires, du tuffeau, notamment la pierre d'Apremont, qui a circulé bien entendu sur la Loire. Vous avez de l'ardoise, vous avez du bois, vous avez le sel. Vous avez beaucoup de marchandises différentes, des marchandises qui viennent aussi de Méditerranée, qui transitent par la Loire. Vous avez des marchandises qui viennent de l'Atlantique, qui passent également par la Loire avant d'accéder au marché parisien. Et puis, parmi toutes ces marchandises, le vin est une des principales marchandises qui circulent sur le fleuve. Au XVIIe siècle, par exemple, il va y avoir deux marchés importants qui vont coexister et dont les acteurs sont légèrement différents. Vous aurez les Hollandais, des commerçants hollandais, qui vont en fait exporter des vins vers l'Angleterre, vers les pays d'Europe du Nord. Et puis vous allez aussi avoir des marchands de vins parisiens qui vont chercher des vins pour alimenter tout simplement la capitale. Les demandes, en fait, étaient variables. C'est vrai que les Hollandais s'intéressaient à toutes sortes de vins. Ils s'intéressaient à des vins de qualité, produits en Anjou et en Touraine notamment, mais aussi à des vins communs, produits là qu'ils allaient chercher en pays nantais. Leur clientèle étant diverse, ils avaient besoin en fait, de leur apporter aussi bien des vins de qualité que des vins plus médiocres, des vins plus faibles pour les classes populaires. Pour les vins de qualité et pour les vins produits en région nantaise, c'est vrai qu'il y a une sorte de cloisonnement géographique qui peut paraître étonnant aujourd'hui. Pourquoi aller chercher du vin de qualité en Anjou et pas au pays nantais? C'est que tout simplement, entre Angers et Nantes, il y avait une ville qui s'appelle Ingrande, qui était l'ancienne douane du duché de Bretagne. Et lorsque la Bretagne a été rattachée à la France, cette douane est restée. Les droits de passage étaient très élevés et donc les vins qui passaient par la douane d'Ingrande étaient des vins chers. Et seuls des vins de grande qualité pouvaient supporter ce surcoût. Et forcément que le vin produit par Joe est de belle facture.
Il a repris le domaine viticole de son père en 1979 pour l'amener tranquillement vers le bio, puis la biodynamie. Il transforme son muscadet en un vin plein de nuances. Dans le pays nantais, on produit du muscadet. Joe Landron, lui, produit des muscadets. Pourquoi ? Parce qu'un vin, c'est avant tout une histoire de terroir. Sur l'exploitation familiale, on travaille sur 3 types de sols. Et là où on est ici, sur ce plateau-là, on est sur des roches vertes, en fait, des remontées de roches vertes qu'on appelle les amphibolites, qui produisent un jus qui a un équilibre un peu particulier, avec toujours ce côté très, très citronné, hein, bien sûr, qu'on aime bien dans le muscadet, qui est rafraîchissant. 2, on a les terroirs de grès et sable avec les sédiments éoliens sur socle argileux. Et 3, on a les orthogneiss et les quartz, avec nous un lieu-dit qu'on appelle le fief du Breil, où on est dans un autre monde du vin, quoi. On passe une autre étape. On l'aura compris, le muscadet n'est pas qu'un petit blanc sec avec lequel on déguste des huîtres. Tout dépend de la terre, mais aussi de la façon dont on la travaille. Donc toi, tu vas prendre ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai découvert la biodynamie chez des collègues vignerons, d'autres vignobles. Il y a toujours eu cette volonté d'aller vers une culture le plus naturelle possible, donc de culture biologique. Et en travaillant en bio, justement, au niveau du vignoble, je me suis rendu compte aussi qu'on pouvait aller un peu plus loin. Le raisin, c'est le fruit, ça vient de la vigne. La vigne, elle pousse dans la terre, donc je pense que tout est relié. Commençons au début, regardons la terre avec peut-être un autre regard, justement, une autre considération, une autre conscience. Bon, qu'est-ce que ça nous donne, les filles, là? Tu jettes tout, là. Oh, pas de détails. Non, mais non, des fois, regarde ça. Ah, il faut pas laisser ça. Hein. Un vin est au final une histoire de rencontre. Et dans les vignes, les échanges vont bon train entre les 80 vendangeurs venus d'ici ou d'ailleurs. Mon grand frère, il est identique, ressemblable avec vous. Ah bon? Il se réveille très tôt matin pour le champ. Oui. Il a plus ou moins 20 hectares de café. Bon. 20 hectares de café? 20 hectares de café. Allez, on arrête de causer et on coupe. Pour Joe Landron, la biodynamie est aujourd'hui bien plus qu'une pratique de vigneron. Ça n'est pas une finalité, c'est un cheminement et je pense que dans un cheminement, il n'y a jamais de bout, il n'y a jamais d'issue. Donc il faut des outils, c'est comme pour monter un escalier, il faut des marches. On va dire que c'est une étape. Haroun, c'est bon? Donc on reprend les nouvelles lignes de l'autre côté du fossé. Ce qui a été commencé ce matin, oui. Nací para cantar, nací para cantar, nací para cantar, nací para cantar. Si aujourd'hui les bateaux se font rares à Châteauneuf, à la fin du XVIIIe siècle, de nombreux mariniers en faisaient le 5e port de Loire, derrière des villes comme Nantes ou Orléans. Le commerce sur la Loire, c'est la spécialité de Florent Godelaine. Là, on arrive dans la partie de la vie à terre. Oui. Elle existait aussi. Également, oui, tout à fait. Donc, très souvent, on dit que lorsque les mariniers donc, ne font pas de commerce, donc il y a des saisons de navigation, et ils sont donc dans ce cas-là à terre, et donc justement font d'autres activités. Ils jouent aux cartes, hein. Par exemple, ils pourraient jouer aux cartes, mais ils le font également donc, sur le bateau. Hein. Ils peuvent jouer donc à l'alouette. Il y a différents jeux possibles. Bon, après, il y a différents symboles donc, mariniers. Et puis, bien sûr, donc, il y a des différents portraits de famille, puisque donc, les mariniers vont aussi se faire photographier finalement à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Pourquoi? Pour garder une trace? Pour garder une trace, effectivement. C'est important pour eux donc, d'avoir une trace un petit peu de leur métier et de ce qu'ils ont pu faire. Ils ont conscience déjà de la particularité de leur métier? Ils ont conscience de cette particularité-là. Ils ont aussi conscience, on est à la fin du 19e siècle, que c'est un métier qui est en train de disparaître tranquillement. Qui étaient ces hommes? Le terme de batelier, c'est un terme sociologique. Le terme de voiturier par roue, c'est rapproché donc du terme de voiturier par terre, c'est le professionnel du transport. Donc celui qui négocie les contrats et donc qui va pouvoir finalement avoir un rôle quasiment de marchand
et donc de façon à envoyer une marchandise d'un point à un autre. Ensuite, le terme de marinier apparaît, on va dire, au XVIIIe siècle, mais déjà on a des prémices un petit peu avant, au XVIIe, puisque finalement Louis XIV va décider donc de classer ces hommes de l'eau pour le service sur les vaisseaux du roi. Donc, autrement dit, c'est ce qu'on appelle les classes, qui commencent dans les années 1690 et est réellement effective dans les années 1780. Or, on a sur la côte atlantique des mariniers, donc on trouve finalement au Croisic, à Pornic, et ce ne sont pas les mêmes métiers en fait. Mais finalement, peu à peu, le vocabulaire va glisser donc, sur le monde fluvial. Quelle était la vie de ces mariniers? On a deux cas de figure. On a par exemple des compagnons bateliers, on a également donc les maîtres bateliers. Les maîtres bateliers sont ceux qui ont plusieurs bateaux. Donc ils vont avoir par exemple un train de bateau, qui vont embaucher donc des facteurs, qui vont faire un transport finalement pour eux. Et on a des compagnons qui n'ont pas de bateau, qui eux vont prêter donc leur force de travail finalement aux marchands voituriers pour pouvoir vivre. Donc ceux-là finalement vont avoir tendance à être plus pauvres et les autres plus riches. Pour autant, on a aussi un écart. La richesse du batelier, c'est son bateau, réellement. Et au XVIIIe siècle, on peut avoir des écarts de fortune au niveau de l'inventaire après décès de 400 livres, par exemple, pour un voiturier par eau ou un batelier, jusqu'à 10 000 livres pour un autre. Ça a été un énorme changement économique, l'arrivée du vin pour ces hommes et ces femmes qui vivaient de la Loire. Alors, en fait, au XVIe siècle, on s'aperçoit qu'on a un fret de vin qui est très important, qui avale la Loire jusqu'à Nantes. Et au XVIIe, il baisse, et au XVIIIe, il augmente un peu, mais ce n'est pas fulgurant. Il faut bien penser aussi que finalement, au XVIIIe siècle, les Hollandais sont toujours présents. Lorsque le canal du Léon est ouvert en 1775, les Hollandais vont utiliser ce canal pour aller jusqu'à Chalonne pour faire venir finalement les vins de Cardechaume, de Bonzo. Allez, direction Montjean-sur-Loire, sur un chaland qui aurait pu transporter du vin. Jusqu'en 1850, la marine de Loire était le meilleur moyen de transport. Et Montjean en Anjou était un des plus importants lieux de commerce sur la Loire. La Montjanaise. 25 ans que ce chaland parcourt la Loire, dans le sillon des bateaux qui ont fait les grandes heures de la navigation à la voile sur le fleuve. Cette flotte a aujourd'hui disparu, mais sa mémoire est perpétuée par des passionnés, comme Hervé et son équipage, qui ont construit cette embarcation en bois, dans le respect de la tradition. C'est la réplique d'un chaland de Loire de 1830, la belle période de la marine de Loire. Donc le chaland à voile qui naviguait classiquement avec les vents dominants d'ouest pour remonter vers Orléans, puis qui se laissait descendre avec le courant vers Nantes. À l'époque, il faut imaginer ces chalands transporter leurs marchandises les uns derrière les autres. À l'apogée de la marine ligérienne, ce sont des milliers de bateaux qui remontaient ou descendaient le fleuve entre Nantes et Roanne. Alors, il transportait 30 à 40 tonnes de marchandises qui pouvaient être de l'ardoise, d'Angers. On en trouve deux épaves à l'heure actuelle en Loire, un petit peu en amont de Saint-Florent-le-Viel. C'était le sel de longue date qui remontait depuis l'estuaire Gueux-Guérande, de la baie de Bourgneuf surtout. C'était les grains, les blés, le vin en quantité au Moyen-Âge en particulier, et puis tout ce qui se fabriquait dans le royaume de France. 1850, l'apogée pour Montjean. La commune est alors le premier port de Loire grâce à la chaux, un matériau très prisé pour l'agriculture notamment. Des dizaines de chalands chargeaient ainsi quotidiennement la précieuse marchandise. Il y a déjà une question des positionnements géographiques. Nous sommes quand même pas très loin du canal des Nantes à Brest, pas très loin de l'estuaire. Il y a également aussi le sol montjanais qui est très riche. Nous avons ici de la pierre calcaire, mais aussi du charbon, ce qui permet en fait d'alimenter les fours à chaux en matière première. Les derniers fours à chaux s'éteignent au début du XXe siècle. Les navires en bois sont remplacés par des embarcations motorisées et le trafic va décliner peu à peu. Mais une autre activité, elle aussi rattachée à l'univers naval, fait les grandes heures de l'économie locale jusque dans les années 60, le chanvre. Cultivé pour sa fibre très résistante, la plante était expédiée à Angers pour fabriquer des cordages et des voiles. On s'aperçoit que l'écorce, c'est-à-dire cette partie-là, va faire toute la longueur de la plante
Donc on va avoir une fibre très très longue et extrêmement solide. Et on le nettoyait suffisamment pour obtenir une poupée de chambre, qui est exactement ça, voilà, une poupée de chambre. L'écomusée Caploire vient retracer ce patrimoine au sein de la commune. Quant à la Montjanaise, ce symbole de la batellerie ligérienne nécessite désormais des travaux de restauration. Une souscription est lancée pour sauver ce témoin du passé. Sauvegarder des traditions et préserver la batellerie, c'est exactement la mission que se donnent ces mordus de la Loire que sont les mariniers de Châteauneuf-sur-Loire. Une association de femmes et d'hommes qui aujourd'hui me font une démonstration très physique de halage à col d'homme. Ça a l'air dur, c'est quand même un peu bizarre. Oui, moi je suis là, les mains dans les poches, je peux même pas vous aider. Oh, c'est dommage. Parce que soit vous faites très bien semblant, ou alors c'est dur. Eh bien, c'est un peu dur, surtout au départ. Mais bon, vous tirez, vous là. Ah ouais, là je sens ça tire. Mais aujourd'hui, on est aidé par le vent. Ah, vous êtes aidé par le vent. Bon, parce que racontez-moi, c'est quoi ce que vous faites? Alors, on fait du halage de futraux. Tel qu'il se pratiquait autrefois. Oui. Et donc, parfois, les femmes, les enfants et les hommes remplaçaient les chevaux pour tirer les bateaux. Ah oui, je croyais que c'était juste comme ça parce que vous n'aviez rien à faire, mesdames, que vous étiez venues aider. Mais pas du tout, ça se faisait vraiment. Moi, ça se faisait vraiment. Alors nous, on ne le fait pas par devoir, on le fait par plaisir. Ouais. Qu'est-ce qui vous lie tous, la vingtaine d'entre vous? Ce qui nous lie, c'est la Loire, les bateaux traditionnels et le fait de pouvoir naviguer justement sur la Loire dans ces bateaux. C'est surtout ça notre grand plaisir. Et puis après, de toute façon, on peut avoir aussi quelques projets, des envies de construction de bateaux aussi, enfin, plein de choses. Mais tout tourne autour de la Loire et des bateaux traditionnels. En tout cas. Le musée aussi est une source d'inspiration? On a la chance d'avoir le musée de la Marine en effet à Châteauneuf, plus une association des amis du musée avec lesquels on est, je dirais, très en lien. Et d'ailleurs, c'est grâce un petit peu à ces relations que l'on a eues avec eux qu'on a pu justement approcher le halage à col d'homme. C'est au musée de la Marine de Châteauneuf qu'on est allé voir un exemplaire de harnais, donc de bricole. Et c'est avec cet exemplaire, en suivant cet exemplaire, qu'on a pu construire les nôtres et se lancer dans le halage. Voilà. On y va. Attendez, je tire rien moi. Ah si, là je tire. Ah si, je vais prendre la place dessus. À une trentaine de kilomètres de là, Orléans, une des cités industrielles les plus importantes du XVIIIe et XIXe siècle, notamment grâce au vinaigre. Aujourd'hui presque disparu, les héritiers tentent à leur manière de perpétuer la tradition vinaigrière. C'est une image que l'on pourrait croire sortie du XVIIIe siècle. Un marinier approchant Orléans. Là, il faut imaginer les trains de bateaux qui arrivaient en approche d'Orléans, dont on aperçoit la cathédrale au fond, là, chargés de marchandises pour aller débarquer sur les quais avant d'envoyer tout ça à Paris. Bertrand Deshaies est un marinier d'aujourd'hui, passionné par la Loire et sa batellerie. Il est aussi l'héritier de la maison Dessau, l'une des plus importantes industries vinaigrières de l'histoire d'Orléans, ancienne capitale du vinaigre. Les bateaux arrivaient par la Loire, donc sur les quais qui sont là, les marchandises étaient triées et l'usine Dessau, pour ce qui la concerne, était là, juste là, à quelques mètres. C'était une opportunité d'avoir du vin qui arrivait, qui était un petit peu piqué parce qu'il avait traîné sur la Loire. Voilà. Et donc l'industrie du vinaigre est née de cette opportunité de marchandises qui venaient de tous les vignobles du royaume, et n'étaient pas forcément buvables directement. Des 300 industries présentes au XVIIIe siècle, il ne reste aujourd'hui quasiment plus rien. Même la maison Dessau a disparu, rachetée par Amora en 1983, et Bertrand se bat aujourd'hui pour rassembler le patrimoine familial. Alors ça, c'est un album de photos sauvées des archives Dessau, dont la plus grande partie a été expédiée à Dijon quand Amora a racheté l'usine. Voilà. Vinaigre Dessau, pub dans les métros à la station Chaussée d'Antin. Moi, je me rappelle d'avoir traîné dans le quartier et d'avoir, pendant très longtemps, même plus de 10 ans après, d'avoir cette odeur de vinaigre qu'il y avait dans le quartier et puis qui a maintenant disparu.
Je regrette un peu que la dernière génération n'ait pas peut-être su trouver, pas prendre les tournants économiques et modernes pour pouvoir garder au moins une partie de l'activité. Les 1400 mètres carrés d'usine des Sceaux sont aujourd'hui laissés à l'abandon, mais il reste tout de même à Orléans un vinaigrier toujours en activité, implanté depuis 1797, un peu plus au nord de la Loire, dans le faubourg Bagné. La maison Martin Pourré, dernière détentrice du label Vinaigre d'Orléans, produit chaque année 1 million de bouteilles et s'exporte partout dans le monde. Son patron, Jean-François Martin, a grandi ici. Voilà, donc ici, nous sommes dans la partie historique de la vinaigrerie. Donc c'est là où mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents ont commencé l'exploitation et la fabrication du vinaigre à Orléans. J'ai pu grandir au milieu des tonneaux, au milieu de tout cet espace qui m'a nourri et imprégné du savoir-faire de vinaigrier. Un savoir-faire hérité du XVIIIe siècle, Jean-François n'a rien changé des procédés utilisés par ses ancêtres. Tout se passe ici, dans cette salle où sont entreposés des dizaines de milliers de litres de vinaigre qui rendent l'air difficilement respirable pour le néophyte, mais qui font la fierté de Jean-François Martin. C'est dans ces tonneaux que se transforme le vin en vinaigre. Ce léger voile que l'on peut voir à l'intérieur va nous assurer une belle fermentation. Il n'y a pas de brassage, il n'y a aucune adjonction de ferment ni produits chimiques qui va ou accélérer ou transformer maladroitement le vinaigre. Vous voyez, on est dans cette ambiance, vous retrouvez ce goût, ces arômes, vous les retrouvez dans la bouteille de vinaigre et c'est vraiment ce qui aujourd'hui nous passionne. Passionné, Jean-François est respectueux d'une tradition dont il a conservé l'un des plus vieux textes, les statuts et ordonnances des maîtres vinaigriers édictés en 1580, la clé peut-être de la pérennité de la maison Pourré. Alors que tous les autres vinaigriers basculaient sur la facilité avec les procédés industriels de l'époque, le choix de mes parents, grands-parents, d'avoir conservé cette méthode traditionnelle nous a permis aujourd'hui de traverser les époques. La tradition du vinaigre d'Orléans semble donc avoir encore de longs jours devant elle, même si la Loire n'a plus rien à voir dans cette histoire. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, les vins de l'Orléanais étaient aussi réputés que ceux de Bourgogne ? C'est une des histoires à découvrir dans le cadre de cette expo dédiée au vin à Châteauneuf. Ce qu'on a voulu proposer au public, c'est déjà un axe central qui propose en fait le parcours du vin depuis la vigne, depuis la culture de la vigne, jusqu'au verre du consommateur. C'est un produit déjà qui concerne tout le monde voit à peu près ce que c'est, ça intéresse déjà tout le monde, donc quand on fait une exposition, on cherche aussi un sujet qui puisse intéresser les visiteurs. Et puis c'est aussi un produit qui a concerné l'ensemble du bassin ligérien, puisque la Loire concentre un certain nombre de vignobles différents, chacun ayant ses typicités, ses caractéristiques, et il y a eu une véritable osmose entre le fleuve et ses vignobles. Depuis la culture de la vigne, il y a toujours eu des insectes, des parasites qui vont profiter de la vigne et que les hommes, les vignerons, vont essayer de combattre. Ce qu'il va se passer, c'est qu'au milieu du 19e siècle, avec l'arrivée de cépages américains qui sont importés en fait des États-Unis pour faire tout simplement des essais, eh bien des maladies nouvelles vont apparaître. Elles viennent d'Amérique du Nord, c'est l'oïdium, le mildiou, le black rot, qui sont dus à des champignons microscopiques. Et puis à côté, vous avez le phylloxéra, qui est lui lié à un puceron ailé, qui va provoquer des ravages très importants sur le vignoble français. Ce qui va entraîner en fait la ruine en fait de bon nombre de petits viticulteurs. Dans l'Orléanais, vous aviez beaucoup de petits producteurs qui avaient des petites parcelles, qui produisaient un vin à l'échelle familiale, qui en fait le vendaient, notamment pour la consommation populaire. C'était des vins communs. Et ces petits viticulteurs n'ont pas forcément avoir la capacité financière de résister à une succession comme ça de maladies, d'autant que les traitements chimiques qu'elles impliquent pouvaient être assez coûteux.
le transport sur la Loire devait en fait lutter contre un fléau qui s'appelait les péages. Donc les péages, tout le monde sait ce que c'est, mais il faut savoir qu'à la fin du Moyen-Âge, il y avait à peu près entre 100 et 120 lieux de péage. Il faut savoir qu'un lieu de péage, on pouvait avoir plusieurs péages. Un péage pour la ville, pour le seigneur et puis pour la congrégation religieuse de la ville. Leur nombre était tel que ça ralentissait considérablement le transport et le fret. Donc ça constituait un frein, et un tel frein qu'il y a eu de nombreux rapports de demandes de négociants, de marchands, demandant la fin des péages pour faciliter le transport sur la Loire. La Loire et le vin sont bel et bien liés, en tout cas ils l'ont été au fil des années. Si vous passez par Châteauneuf-sur-Loire, ne loupez pas cette exposition. Le vin et la Loire est en place jusqu'au 2 février 2015. Nous on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine, sans doute pas très loin du fleuve. Bonne semaine.